Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc démarrer ce webinaire en remerciant déjà les intervenants et les intervenantes qui sont avec nous ce soir, en remerciant aussi la ville de Grenoble et la Biennale, bien entendu, qui nous offre la possibilité de partager avec vous cette question de l'empreinte carbone de nos territoires. Et puis, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints dans 2 salles ici. Et puis, si je comprends aussi sur la chaîne YouTube de la Biennale et qui donc doivent nous suivre actuellement. Voilà, alors cette soirée autour de 2 heures va se dérouler en 2 temps. Un premier temps de présentation qui sera dédié à nos intervenants, chacun une dizaine de minutes, qui permettra de clarifier progressivement toutes les questions que nous posons à différents niveaux. Et puis, nous aurons un moment d'échange avec la salle ou entre les intervenants sur toutes les questions que vous vous posez. Et merci beaucoup d'être actifs sur le chat, puisque ça nous permettra de progresser ensemble sur la compréhension de tous les sujets. Donc, je vais vous présenter rapidement nos intervenants de ce soir. Alors, dans l'ordre d'entrée en scène, Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue bien connue, directrice de recherche au CNRS, au CEA, peut-être au CNRS, au CEA, pardon, coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, qui fera le message d'introduction sur les grands enjeux. Ensuite, nous irons au niveau national avec Joseph Ajar, qui est le chef de bureau des émissions, projections et modélisation de la DGEC, et qui nous présentera le sujet au niveau national et les engagements, la stratégie nationale bas carbone, les inventaires des émissions. Donc, on saura tout sur l'engagement de l'État français sur nos actions et la performance de nos objectifs. Ensuite, nous descendrons à un autre niveau territorial. Donc, c'est Pierrick Yalamas, qui est directeur intelligence territoriale et de l'Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présent également. Et donc là, nous aurons une présentation du niveau régional et de l'Observatoire et de l'articulation entre le niveau national, la région et l'ensemble des territoires. Et puis, progressivement, nous descendrons sur le territoire avec la présentation de la ville de Grenoble avec Antoine Bach qui est là, qui est élu à la ville de Grenoble et qui sera appuyé dans cette présentation par Fabien Dupré, donc une présentation à 2 voix sur l'expérience de la ville de Grenoble, qui est une expérience déjà très ancienne et robuste en termes d'engagement sur le changement climatique. Et puis, 2 présentations pour terminer sur le niveau territorial, cette fois-ci entreprise, avec Betty Pessanti, qui est responsable QSE de l'entreprise Alpha Laval, qui a formalisé son engagement sur la neutralité carbone, et Cathy Baria, qui est membre des Shifters et qui nous présentera plutôt le volet citoyen et comment les citoyens mesurent leur empreinte carbone et quelles actions ils mettent en place. Donc voilà, avec les personnes qui vont nous accompagner dans ce voyage sur l'empreinte carbone. Alors, quelques consignes générales sur la façon de gérer ce webinaire. Alors, d'abord, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'association Bilan Carbone. Bien sûr, vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence et on vous invite vivement à utiliser le chat de la conférence. L'ensemble des supports sera également disponible sur le site de l'association et sans doute sur le site de la Biennale. Et puis, nous vous recommandons également pour la qualité de ces interventions de bien vouloir mettre vos micros en mode mute quand vous n'intervenez pas ou quand vous nous écoutez. Voilà, merci beaucoup pour ces premiers éléments de cadrage de ce webinaire qu'on souhaite très très riche en questions, en interrogations. Alors, le suivant. Donc là, je vais passer la parole quelques minutes à Damien Huet, qui est le délégué général de l'association Bilan Carbone, que je préside depuis quelques mois, justement pour vous donner quelques informations sur notre association et sur sa trajectoire elle-même, sur l'intérêt général, à la question du carbone et l'empreinte. Voilà. Damien, c'est à toi pour quelques
quelques minutes. Ouais, très rapidement, merci Anne pour cette introduction. Je voudrais pas prendre la place de nos intervenants. Juste rappeler que nous aussi, on est en pleine période de transition. Donc, on fête nos 10 ans cette année. On a été créé par l'ADEME pour porter la méthode enfin, la méthodologie du bilan carbone, donc une association quand même relativement technique sur les sujets de la comptabilité. Et c'est vrai que depuis quelques années, on s'est ouvert à des projets dits d'intérêt général avec des soutiens techniques et financiers de différents acteurs qui nous ont permis finalement d'élargir nos missions. Et donc, on en a vraiment trois qui nous tiennent à cœur. La première qui est le fait d'être un centre de ressources. On se veut en tout cas diffuseur d'outils et de méthodes auprès des organisations et des citoyens, donc collectivités et entreprises. Le deuxième, c'est vraiment la montée en compétence des acteurs. Alors là, on va travailler à différentes échelles, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des collaborateurs, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, le citoyen. On est vraiment sur un enjeu de sensibilisation et de formation qu'on fait depuis une dizaine d'années maintenant. Et le troisième sujet qui est finalement lié aux deux premiers, c'est le fait qu'on soit développeur aussi d'outils et de méthodes. Donc le bilan carbone en tant que tel, mais à côté de ça, on travaille sur d'autres outils comme le geste climat, le bilan carbone campus, des projets établissements bas carbone, etc., etc. Donc l'idée, de plus en plus de diffuser librement tous ces sujets pour massifier, accélérer la transition. Et pourquoi le sujet de l'empreinte carbone? Et j'arrêterai là, c'est que c'est vrai que nous, depuis 10 ans, et puis je pense l'ADEME depuis 20 ans, on s'intéresse plus particulièrement aux émissions indirectes plutôt qu'aux émissions directes. Enfin, je caricature, mais c'est vraiment l'idée de travailler sur cette responsabilité exhaustive, ou en tout cas ce partage de responsabilité, cette notion de lien et de dépendance par rapport aux enjeux de la transition. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on parle beaucoup de bilan, d'inventaire. On oublie un peu nos émissions importées, le sujet des biens de consommation. Et voilà, on a voulu finalement s'interroger et vous interroger sur comment on fait pour traiter et mieux maîtriser l'empreinte carbone à tous les niveaux. Voilà, Anne, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup d'avoir redonné ces éléments de cadrage. Donc, nous allons commencer à discuter avec nos intervenants. Première intervenante, Valérie Masson-Delmotte, qui est bien connue, et c'est toujours un plaisir de l'entendre parler avec beaucoup de pédagogie et d'engagement de toutes ces questions et de ces enjeux. Donc, Valérie, la parole est à vous pour une dizaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, bonsoir et j'espère que vous allez tous bien. Donc, je voulais juste rappeler effectivement pourquoi est-ce que cette empreinte carbone est importante et reparler en fait de la perturbation majeure qu'on exerce sur le climat. Donc, on en est à plus d'1 degré de réchauffement depuis la fin du 19e siècle à la surface de la Terre et davantage en France, quasiment 1,7 degré. C'est toujours plus en fait au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Rappelez que ce changement climatique est dû aux conséquences des activités humaines. Nos activités émettent des gaz à effet de serre qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas d'odeur. Et ces émissions de gaz à effet de serre modifient la composition de l'atmosphère. Il y a une forte augmentation des niveaux dans l'atmosphère des principaux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, par rapport au niveau des derniers milliers d'années et même des derniers millions d'années pour le dioxyde de carbone. Sur ce qu'on met dans l'atmosphère, il y en a à peu près la moitié qui y reste pour le dioxyde de carbone, et puis une partie qui est reprise par la végétation, les sols, une partie qui rentre dans l'océan, qui provoque une modification de la chimie de l'eau de mer, ce qu'on appelle l'acidification de l'océan, avec des enjeux importants pour la vie dans l'océan. Et ce qui reste dans l'atmosphère agit sur le climat et va y agir très longtemps. Ce sont des échelles de temps qui vont de siècles à millénaires pour la partie qui reste dans l'atmosphère. Donc les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec un effet cumulatif particulier au dioxyde de carbone, piègent de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. C'est vraiment le principe de l'effet de serre. Et encore une fois, celui qui compte le plus, c'est le dioxyde de carbone, ensuite le méthane, et ensuite d'autres gaz qui peuvent être
avoir un effet de serre très important, mais qui sont émis en quantité plus faible, donc leur effet est plus faible. Donc le climat change parce qu'on a provoqué un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, ce qui conduit à une accumulation de chaleur dans l'océan. Il a récupéré plus de 90% de cette chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace. Ça rend l'évolution du climat telle qu'elle ait déjà été provoquée irréversible, parce que les eaux de mer mettent presque 1000 ans à se mélanger. Ça provoque une fonte du manteau neigeux en montagne ou dans les régions froides, un recul de la banquise arctique, une fonte généralisée des glaciers, une fonte du Groenland, un glissement plus rapide de l'Antarctique, qui contribue à la montée du niveau des mers avec le réchauffement de l'océan, un réchauffement des sols et puis un réchauffement de l'air à la surface des continents et de l'océan. Et notre meilleure estimation, c'est que 100% du réchauffement qui est observé est dû aux conséquences des activités humaines, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre un petit peu masqué par l'effet refroidissant de particules de pollution qui sont également émises quand on brûle du charbon ou du pétrole. Et puis un climat qui change, c'est un ensemble de caractéristiques. J'ai parlé plutôt de température, mais on a aussi une atmosphère, quand elle se réchauffe, qui peut contenir plus d'humidité, ce qui conduit à une augmentation observée et qui va se poursuivre de l'intensité des événements de pluie torrentielle. Le réchauffement conduit à une augmentation des extrêmes chauds et une baisse des extrêmes froids. Il conduit aussi à une augmentation de l'intensité ou de la sévérité des sécheresses dans certaines régions comme autour de la Méditerranée. Et puis pour le littoral, il y a cet enjeu qui tient à la montée du niveau des mers. Et pour les régions de montagne, les enjeux qui touchent au recul de l'enneigement, à la fonte des glaciers ou dégel des sols gelés également. Et donc plus le réchauffement est important, plus en fait ces caractéristiques, ces événements extrêmes, ces cycles saisonniers qui changent, ces valeurs qui vont passer des seuils de tolérance, vont interagir avec les caractéristiques propres à chaque région, l'exposition à ces conséquences, les vulnérabilités, avec des effets en cascade, des effets directs, mais aussi via les écosystèmes, via les activités agricoles qui dépendent des caractéristiques du climat et qui vont affecter l'ensemble des sociétés humaines. Donc un constat qui est très clair, c'est que chaque fraction de réchauffement supplémentaire est importante par rapport aux tendances régionales, par rapport à l'intensification, la récurrence d'événements extrêmes, et donc par rapport à un certain nombre de risques. Donc des risques pour la santé par rapport, par exemple, aux effets des vagues de chaleur, des risques pour la sécurité en eau, des risques pour la sécurité alimentaire avec des effets négatifs sur les rendements d'un certain nombre de cultures, en particulier dans les régions tropicales, des effets sur les habitats, par exemple pour les zones littorales, des effets pour également les ressources en pêche, en particulier, encore une fois, dans les régions tropicales, ou sur certains écosystèmes particulièrement concernés. Donc ce sont en fait de nombreux facteurs de risque qui augmentent avec le niveau de réchauffement global. Et les choix qu'on fait maintenant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir. Il y a très peu d'inertie en fait ou de réchauffement à venir dû aux émissions passées. Ce sont les émissions supplémentaires ou évitées à venir qui vont déterminer ce vers quoi on va. S'il y a une très forte hausse des émissions ou que le climat réagit très fortement, on ne peut pas exclure une forte accélération du réchauffement qui atteindrait de l'ordre de 4 degrés à la fin de ce siècle. S'il y a une baisse tardive, une stagnation des émissions, on irait vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle. Et puis, si on agit de manière forte, partout, rapidement, on peut arriver à contenir le niveau de réchauffement à la fin du siècle largement en dessous de 2 degrés. Certaines régions sont particulièrement concernées, la région arctique, les régions de haute montagne, l'Asie du Sud-Est, la région méditerranéenne, l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, le sud de l'Afrique, qui a aussi un climat méditerranéen, les régions tropicales et toutes les petites îles avec des basses terres font partie de ce qu'on appelle les points chauds du réchauffement climatique dont on voit déjà se manifester les conséquences. En France, on est particulièrement concerné. Il y a environ 2 tiers de la population qui est exposée au risque d'inondation, la moitié des communes. 16% des communes par rapport aux effets de mouvement de terrain ou de feux de forêt. On a également
une exposition d'à peu près 2/3 de la population aux conséquences d'un climat qui change pour la France. Si on veut réussir à limiter le niveau futur de réchauffement, la première chose, c'est arriver à stabiliser le cumul des émissions passées, présentes et futures de CO2. Ça veut dire en fait que les émissions, année après année, au lieu d'avoir régulièrement augmenté jusqu'à cette pandémie qui a fait une baisse temporaire, il faut qu'il y ait une baisse forte, année après année, jusqu'à atteindre le plus vite la neutralité pour le CO2, c'est-à-dire pas mettre plus de CO2 dans l'atmosphère que les activités humaines ne soient capables d'éliminer et de stocker de manière durable. Et il faut arriver à stabiliser et faire baisser l'effet sur le climat des autres activités humaines qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre, par exemple limiter et faire baisser les émissions de méthane. Pour stabiliser le niveau de réchauffement largement en dessous de 2 degrés, la neutralité CO2 mondiale, elle doit être atteinte aux alentours de 2070. Pour arriver à stabiliser le réchauffement autour d'1,5 degré, c'est autour de 2050. Donc ce sont des horizons qui sont en fait très proches de la période actuelle. Et ça veut aussi dire que finalement, pour arriver à contenir les risques climatiques, il y a des enjeux de gestion de risque, d'adaptation sur les décennies à venir. Mais il y a aussi donc cet enjeu d'arriver à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, à construire une baisse régulière, graduelle, année après année, avec des objectifs. Et un certain niveau de réchauffement, il peut se traduire en une certaine marge de manœuvre, ce qu'on appelle un budget carbone résiduel. Et c'est sur cette approche que s'est construite, par exemple, la stratégie française, la stratégie nationale bas carbone, qui vise à agir dans les différents secteurs d'activité avec des budgets carbone qui sont fixés année après année. Alors, je termine sur le cas de la France, parce que cela a été difficile de tenir les objectifs qui avaient été précédemment fixés. La baisse en fait des émissions de gaz à effet de serre en France a été trop lente par rapport aux objectifs et il est attendu qu'elle augmente dans les années à venir pour atteindre une baisse de l'ordre de 3% par an entre 2024 et 2028. Donc, il est important de préparer les conditions partout, à tous les échelons, pour atteindre ce rythme de baisse et tenir les engagements internationaux de la France. Beaucoup de leviers d'action sont dans les mains des collectivités locales, tout ce qui touche au transport, aux bâtiments, aux politiques aussi qui touchent au secteur industriel et aussi aux politiques qui touchent à l'alimentation en lien avec les pratiques agricoles. Et puis, puisqu'on parle d'empreinte, je termine en faisant référence au rapport du Haut Conseil pour le climat sur l'empreinte carbone de la France. Donc, par habitant en France, les émissions sur le territoire français sont de l'ordre de 6 à 7 tonnes, tout gaz à effet de serre confondu en CO2 équivalent par an. Mais quand on prend en compte notre vie dans son ensemble, les transports internationaux, mais aussi les importations et les exportations, notre empreinte double. Elle est de l'ordre de 11,5 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Il y a en fait un poids croissant des importations, en particulier depuis le milieu des années 90, essentiellement depuis d'autres pays européens et de l'Asie. Seulement un quart de nos importations viennent de régions qui sont engagées vers la neutralité carbone, l'Union européenne ou le Royaume-Uni. Et il est important pour arriver à contribuer à l'effort mondial d'agir pas uniquement en France, mais aussi sur ces importations. Et 3/4 en fait de ces émissions importées relèvent de décisions des acteurs économiques français, des choix d'approvisionnement, des choix de consommation en plus des émissions directes. Et donc pour terminer, puisque la discussion elle porte sur cette empreinte carbone, le fait de pouvoir poser un diagnostic sur les émissions complètes, y compris l'effet hors territoire en fait, importé, c'est le point de départ. Identifier des tendances lourdes pour pouvoir évaluer les évolutions récentes, c'est fondamental. Et puis enfin, définir des stratégies avec des indicateurs et des objectifs. Pour cela, les outils de type empreinte carbone sont extrêmement utiles pour guider des stratégies d'action en cherchant des stratégies qui soient efficaces et qui soient ambitieuses à court, moyen et long terme. Et puis le dernier volet, c'est bien sûr l'importance de construire des transitions qui soient justes, perçues comme justes. Et les collectivités locales, elles ont l'opportunité de mettre en place des processus participatifs, délibératifs, pour que chacun puisse contribuer à définir des stratégies qui permettent de protéger ceux qui sont les plus vulnérables, à la fois des conséquences d'un climat qui change,
mais aussi des conséquences des stratégies visant à baisser les émissions de gaz à effet de serre, tout en construisant aussi des politiques d'emploi. La notion de transition juste, elle est aussi intimement liée aux enjeux d'emploi par rapport à tout ce qui peut porter les solutions permettant de construire cette baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Merci de votre attention pour ce tour d'horizon rapide. Merci beaucoup Valérie, c'était très inspirant et instructif et je crois que c'est la transition est toute trouvée avec notre intervenant suivant qui est Joseph Ajar qui va nous parler du coup de la stratégie nationale bas carbone. J'en profite juste pour rappeler à tous ceux qui sont connectés sur YouTube qu'ils peuvent poser des questions. L'équipe de l'ABC est là pour faire la synthèse de ces questions et on prendra ça pendant la deuxième partie de la séquence. Donc, Joseph Ajar, c'est à vous pour les objectifs de la France, bien challengé par la présentation de Valérie. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci à l'ABC de m'avoir invité à intervenir lors de cette conférence. Donc effectivement, après cette présentation des enjeux scientifiques liés au changement climatique et à ses effets, et après on aura un peu la présentation des différents acteurs sur comment à leur niveau ils agissent, ils se saisissent de ces enjeux. Moi je voulais revenir sur le cadre un peu national et la stratégie nationale en matière de lutte contre le changement climatique. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc en France, on a une feuille de route pour l'atténuation climatique. Donc là, on parle bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On a également un document pour l'adaptation, mais c'est un autre sujet. Et donc cette stratégie s'appelle la stratégie nationale bas carbone. C'est pas quelque chose de nouveau. On avait une première stratégie nationale qui avait été publiée en 2016. Et donc une version révisée de cette stratégie a été publiée l'année dernière, en avril 2021. Et mise à jour suite à l'objectif de la France désormais de viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc cette stratégie, elle s'élabore sur un temps long, elle a reposé sur un important travail de modélisation pour tirer des trajectoires prospectives et modéliser les différents secteurs de l'économie française et une concertation avec de nombreuses parties prenantes, des experts des différents secteurs, etc. Et c'est ce qui permet de construire, de construire cette programmation. Et donc la façon dont cette stratégie est construite, c'est qu'elle définit des budgets carbone sur les 3 prochaines périodes de 5 ans. Donc c'est une façon de relier le court terme avec nos objectifs de long terme. Et elle définit également des orientations sectorielles ou transversales pour les politiques publiques, pour que ces politiques publiques soient cohérentes avec notre trajectoire. Donc la SNBC en tant que telle ne dit pas il faut faire telle ou telle mesure, ça c'est l'objet des décisions plus sectorielles, mais elle définit des orientations et ensuite charge aux politiques sectorielles d'être bien alignées avec ces orientations. Et donc le dernier point, c'est que cette stratégie nationale, elle est révisée tous les 5 ans, mais pour tenir compte des dernières observations, des évolutions technologiques, des différents choix politiques et sociétaux, etc. Et donc on aura une prochaine actualisation de cette SNBC en 2024. On peut passer à la slide suivante. Donc un peu le résultat de cette stratégie et de tout ce travail, c'est cette trajectoire objectif. On voit ici en haut les émissions nationales de gaz à effet de serre. Et en bas du graphe, vous avez les absorptions dans les milieux naturels et les puits technologiques. Et donc le but du jeu, en quelque sorte, c'est qu'en 2050, on ait un équilibre entre ces émissions et ces absorptions, de sorte à ce qu'on soit neutre climatiquement. Et donc vous voyez aussi représenté là les différents budgets carbone pour les trois périodes de 5 ans à venir. Et également ce qu'évoquait Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire qu'on a une accélération du rythme de réduction des émissions qui est nécessaire si on veut pouvoir tenir ces différents objectifs. La slide suivante fait un petit zoom sur le point d'arrivée, l'année 2050. À gauche, vous avez les émissions résiduelles, donc les émissions qui resteraient en 2050 d'après cette trajectoire. Et en face, vous avez les puits de carbone. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2050, il y a encore des émissions résiduelles dans certains secteurs, notamment l'agriculture, parce qu'on a encore de l'élevage en 2050. Certains procédés industriels qui sont très difficiles à décarboner, donc qui resteront des sources d'émissions potentiellement à ces horizons de temps. Et en face, on a les puits de carbone, donc notamment le puits forestier, qui aujourd'hui est déjà un puits important, mais également les sols, les produits bois et, dans une moindre mesure, les puits technologiques à travers la capture et le stockage technologique du carbone.
Donc, ce qui est important ici, c'est que le puits de carbone, tel qu'on l'a construit, il ne peut que compenser des émissions résiduelles que j'ai citées précédemment, mais il serait très risqué et sans doute irréaliste de parier sur un puits beaucoup plus élevé à ces horizons-là et de dire que du coup, on a une marge plus importante pour la réduction de nos émissions. Et donc, pour justement rester plus prudent et réaliste, l'important, c'est vraiment de mettre la priorité sur la réduction de nos émissions à ces horizons-là et donc de conserver un talon d'émissions le plus faible possible à l'horizon 2050. C'est le parti pris de cette trajectoire. Et donc, à travers tout ce travail et la construction de ce scénario, on tire un certain nombre d'enseignements. Hein. L'objectif précédent de la première SNBC, vous en avez peut-être un peu entendu parler, c'était ce qu'on appelait le facteur 4. Ça visait à une réduction de 75% des émissions par rapport au niveau de 1990. Et désormais, on visait la neutralité carbone, ce qui est un niveau significativement plus ambitieux. Et donc, forcément, l'ensemble des leviers à pousser est plus important et il faut les pousser plus loin. Et donc, les 4 grands piliers pour atteindre la neutralité qui ressortent de cet exercice, c'est qu'il faut un système énergétique complètement décarboné à l'horizon 2050, donc à travers une électricité complètement décarbonée, un recours accru à la chaleur renouvelable, etc. Il faut une forte baisse des consommations énergétiques, ça va ensemble, sinon c'est très difficile de mettre en face une énergie qui est complètement décarbonée. Et donc la SNBC voit une division quasiment par 2 de nos consommations énergétiques finales par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2050. On peut également travailler sur les émissions non énergétiques, notamment que j'ai citées précédemment dans le secteur agricole et industriel. Et ce qui est un peu nouveau quand on s'intéresse à la neutralité carbone et pas simplement aux émissions brutes, c'est qu'il faut porter une attention particulière aux puits de carbone, aux puits forestiers, aux usages des sols agricoles. Voilà. Et donc, il faut travailler sur l'augmentation de ce puits de carbone. Pour faire le lien avec l'empreinte carbone, la courbe que je vous ai montrée précédemment et plus globalement le périmètre des objectifs nationaux et celui de la SNBC lorsqu'on parle de neutralité carbone, c'est bien le périmètre des inventaires nationaux d'émissions, c'est-à-dire les émissions qui sont émises sur le territoire national. Ces inventaires nationaux, ils sont réalisés conformément aux méthodologies qui sont préconisées par le GIEC. Ils font l'objet d'un accord international des parties à la CNUC et donc ils permettent une forme de transparence sur les émissions de chacun des États. Et donc voilà, ils constituent bien un cadre international pour le rapportage des émissions de chacun des États. Valérie Masson-Delmotte, là encore, l'a évoqué, il y a des enjeux également qui sont associés à l'empreinte carbone. L'empreinte carbone cherche plutôt à faire le lien entre les consommations d'un pays ou d'un acteur donné et les émissions qu'on peut associer à ces consommations. Et donc les enjeux et les orientations qui sont liés à cette empreinte carbone sont bien pris en compte dans cette SNBC, mais il n'y a pas d'objectifs chiffrés tels que ceux que je vous ai montrés pour les objectifs sur le territoire national. En revanche, le Parlement, en 2019, s'est prononcé pour que, lors de la prochaine SNBC, on puisse intégrer des budgets carbone, un peu le pendant de ce que je vous ai montré sur la courbe tout à l'heure, indicatifs pour l'empreinte carbone, voilà, pour avoir également une forme d'objectif sur cette notion-là, sachant qu'en France, il y a déjà un indicateur statistique qui permet de calculer cette empreinte carbone. Vous avez la courbe à droite, hein, et vous pouvez retrouver ça sur le site du ministère. Donc l'empreinte carbone est aujourd'hui calculée et suivie chaque année. Seulement, pour faire ce calcul, il n'y a pas de méthodologie qui soit entre guillemets standard au niveau international. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites. Forcément, il faut tenir compte plutôt de données économiques. Donc voilà, il y a pas mal d'incertitudes qui sont liées à la détermination de cette empreinte. Mais néanmoins, voilà, il y a des enjeux qui sont vraiment importants. Mais simplement pour vous rappeler qu'au niveau national, lorsqu'on parle d'un État, il faut distinguer la question des inventaires nationaux, du périmètre national et de l'empreinte carbone. Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'un acteur plus précisément, à son périmètre, l'enjeu de l'empreinte carbone est plus important, sans doute parce que ce serait vraiment réduire peut-être trop strictement le périmètre de sa responsabilité si on regardait uniquement les émissions directes qui sont associées à tel ou tel acteur. Je voulais finir par vous dire quelques mots de comment on met en œuvre cette stratégie, parce que finalement, c'est un document programmatique à horizon 2050, donc voilà, avec un horizon temporel assez long, très transversal, parce qu'il touche à tous les secteurs de l'économie. Donc c'est vrai que la question de la mise en œuvre se pose.
Donc d'une part, la SNBC a été élaborée conjointement avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un autre document de programmation nationale sur le secteur de l'énergie et qui est beaucoup plus opérationnel, hein, qui a une horizon de temps de 10 ans. Et donc, ce qui assure déjà une cohérence entre la SNBC et les politiques énergétiques. Or, on sait que l'énergie est responsable d'une grande partie de nos émissions. Donc voilà, c'est déjà un gage important de cohérence entre les politiques et les orientations de la SNBC. La SNBC elle-même intègre et définit de nombreux indicateurs qu'on va publier annuellement et donc qui vont permettre de suivre hein, pour les différents secteurs est-ce qu'on est sur les bonnes trajectoires en termes de résultats, mais aussi en termes de niveau de transformation, est-ce qu'on rénove assez de bâtiments, est-ce qu'on diffuse assez de véhicules électriques, par exemple, etc. Il faut bien sûr qu'on essaye d'assurer la cohérence entre les politiques et les plans sectoriels et les orientations de la SNBC. C'est tout l'enjeu des orientations qui ont été formalisées dans la SNBC, hein, c'est ensuite de pouvoir rechercher cette cohérence. Et bien sûr qu'on travaille au renforcement en continu des politiques climatiques. Vous savez par exemple qu'il y a un projet de loi qui est en ce moment même en discussion au Parlement, qui fait suite aux propositions de la Convention citoyenne. Et donc voilà, ça c'est un processus qui est continu quelque part pour renforcer les politiques climatiques. Il y a également un enjeu important de gouvernance climatique. Là encore, ça a été évoqué précédemment. Le Haut Conseil pour le climat a été récemment créé. Voilà, il permet de donner un avis indépendant et expert sur les politiques climatiques du gouvernement. Il y a également le Conseil de défense écologique qui permet d'accélérer les décisions en faveur de l'environnement au niveau interministériel. Voilà, ces enjeux de gouvernance climatique, de suivi de nos objectifs sont également essentiels. Et c'est un peu le pendant de ce que je disais tout à l'heure sur le niveau d'ambition de la neutralité carbone qui implique de pousser tous les leviers à fond. Le corollaire, c'est que l'ensemble des acteurs doit agir. Et donc, à tous les niveaux, on a besoin d'une mobilisation si on veut pouvoir tenir les trajectoires très ambitieuses de la SNBC. Et donc, le dernier point, c'est bien sûr que tout ce débat autour de la neutralité carbone, de la trajectoire de la SNBC, de la modélisation de notre scénario, etc., a également été intéressant parce qu'il a impulsé un débat un peu collectif sur l'ensemble des thématiques, hein, avec des prises de position des différents acteurs, une appropriation des sujets par les citoyens, etc. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'en retour, ça nourrit nos réflexions pour la prochaine actualisation de la SNBC et ce qui est un peu le gage du fait que ces stratégies, progressivement, vont être de plus en plus robustes, de plus en plus précises et réalistes. Et donc, c'est tout l'enjeu de la poursuite de ce dialogue. Donc, voilà en quelques mots ce que je voulais vous présenter sur le cadre national. J'ai remis ici quelques liens utiles sur le site du ministère. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair pour justement bien montrer les politiques nationales, la stratégie nationale bas carbone. Vous avez souligné très justement les questions d'articulation avec les différents niveaux. Et puis vous avez aussi mis clairement dans votre présentation aussi l'enjeu qu'il y a entre la notion d'inventaire et puis la notion d'empreinte qui répond à notre volonté d'avoir une vision globale de notre impact carbone. Et je crois que c'était important aussi de souligner que les possibilités qu'il y a d'avoir cette vision prochaine au niveau national. Alors, ça nous permet d'aller tout de suite. Anne, on m'a fait remonter une question, mais je propose de suivre ce qu'on s'était dit, et puis je les garde pour moi. Je passerai. Ok. D'accord. Donc il y a bien les questions qui reviennent. Donc les questions reviennent de YouTube. Ouais. Excusez-nous, on n'a pas l'habitude de travailler sur deux salles en même temps, mais n'hésitez pas. Merci. Donc maintenant, on va aller au niveau régional. Donc Pierrick Yalamas, voilà, maintenant la parole va être à vous. Donc vous allez nous expliquer comment le niveau régional, avec l'Observatoire des gaz à effet de serre, un outil, une méthode de dialogue, un accompagnement avec l'articulation des différents territoires régionaux qui s'appuient sur votre observatoire aussi pour mettre en place un certain nombre de politiques que vous pilotez par ailleurs. Donc la parole est à vous pour une dizaine de minutes.
Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous présenter un peu la contribution que peut avoir une agence régionale par rapport à cet enjeu de maîtrise de l'empreinte carbone. Alors simplement pour rappeler très rapidement, une agence régionale, c'est déjà un ensemble d'acteurs, d'adhérents, qui est à la fois des collectivités, des territoires, des entreprises, des acteurs associatifs, des acteurs des sociétés d'économie mixte ou autres, qui travaillent ensemble en fait sur ces enjeux énergétiques et environnementaux et qui sont finalement tous tournés vers une ambition de transition écologique et aussi de maîtrise de l'empreinte carbone. Au niveau de nos missions, l'agence régionale en fait en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est l'opérateur reconnu par la région, avec une forte donc à destination des collectivités pour les aider par rapport à ces enjeux et avec un fort soutien de l'ADEME et un fort lien de grands partenariats au niveau européen. On a trois types de missions finalement: la mission d'observation et de production et de fourniture de données et d'outils d'aide à la décision que je vais présenter un peu plus en détail. Mais forcément, ces données et ces outils, le but c'est d'aider à l'action et il faut pas s'enfermer, on va dire, dans la production de données. Et autour de cette première mission, l'agence est aussi là pour aider les territoires en apportant une expertise et en impulsant, animant des projets et des filières. Et bien sûr, l'enjeu de maîtrise de l'empreinte carbone, finalement, doit se faire dans chacune des actions portées par les territoires. Donc pour l'agence, bien sûr, travaille sur différentes thématiques. Je vais passer rapidement et puis je vais aller plus transparent suivant sur finalement l'action de l'agence pour aider les territoires finalement à estimer leur impact carbone. Alors effectivement, dans beaucoup de régions, il y a eu des dispositifs, il y a des dispositifs d'observation d'observatoires régionaux. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, l'observatoire régional climat et énergie qui s'est construit face au constat de manque de données. Ces observatoires ont souvent finalement une vingtaine d'années maintenant et à chaque schéma régional ou à chaque grand exercice de planification régionale, finalement, ils sont renforcés dans leur rôle par rapport aux besoins de la région, mais aussi des territoires d'avoir des données. L'observatoire qui est copiloté par l'État et la région c'est finalement appuyé sur un cadre qui était réglementaire et donc les données qui sont produites dans ce cadre-là, sont celles qui sont nécessaires pour les diagnostics des territoires pour les plans climat. Et donc, effectivement, on n'intègre pas les émissions importées, sont plus sur les émissions directes, plus les émissions indirectes liées à l'énergie. Mais déjà, ça fournit effectivement une première base dans le but aussi de permettre aux acteurs territoriaux de se concentrer finalement sur ce qui manque et donc sur la part des émissions importées. Alors, on essaye quand même depuis un moment de travailler sur cette notion d'empreinte carbone et finalement, même si on n'y est pas encore arrivé à mutualiser finalement la production de données d'indicateurs carbone pour l'ensemble des territoires de la région, comme on le fait sur les données d'inventaire, on va dire, on a différentes initiatives actuelles qui peuvent nous permettre d'aider à progresser un peu sur ça. Alors déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, on parle d'émissions importées, donc effectivement, on peut passer au transparent suivant. On parle d'émissions importées liées notamment aux biens de consommation. Il faut savoir qu'il y a aussi des dispositifs d'observation qui étaient sur les déchets, qui vont de plus en plus sur la notion de ressources et donc de flux de matière. Et donc, il y a une vraie dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la majorité des autres régions pour finalement commencer à quantifier le plus possible les flux de matière et de déchets entre territoires et forcément cette connaissance des flux permet la connaissance des importations et donc aussi l'évaluation, on va dire, des émissions importées. Le deuxième, l'autre initiative que je portais à connaissance aussi, c'est en fait au-delà du diagnostic, de dire l'empreinte carbone ou l'inventaire, il est de temps d'émissions de temps de gaz à effet de serre. L'idée, c'est
c'est vraiment d'aider les territoires à passer à l'action. Et donc finalement aussi de croiser ces éléments énergie-climat avec d'autres enjeux et de quantifier les impacts. Et là, cette quantification des impacts, l'idée, c'est de la faire effectivement le plus possible sous un angle empreinte carbone, empreinte écologique de manière plus générale, et aussi en croisant avec d'autres enjeux, comme ça a été mentionné dans la première intervention, notamment économiques, sociaux. Et donc, au-delà du diagnostic, l'idée, c'est de s'interroger sur les différentes politiques, quel impact ils ont finalement par rapport à une empreinte carbone écologique ou autre. Donc, c'est l'initiative qu'on a portée par Terre Historique, qui réunit maintenant 5 régions, qui est initialisée dans 3 régions, mais 2 autres viennent de rejoindre, et qui a pour but d'aider les territoires à élaborer une stratégie et la piloter au regard de différents indicateurs. J'y reviendrai un peu rapidement. Alors effectivement, comme je le disais, on fournit des données, on fournit des outils, mais effectivement l'idée c'est d'avoir de travailler ensemble, comme ça a été dit. Chaque acteur a sa responsabilité finalement par rapport aux enjeux globaux, et donc on est aussi un centre de ressources au niveau régional pour pouvoir apporter un certain nombre d'éléments et aider finalement à impulser des projets qui contribuent finalement à l'empreinte carbone. Je vais passer à la suite. Donc, pour faire un petit focus sur l'aspect empreinte carbone, comme je vous disais, pour l'instant, on n'est pas capable d'estimer pour l'ensemble des communes ou des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes l'empreinte carbone de façon fiable. On y travaille et il y a vraiment un travail entamé dans différentes régions d'ailleurs pour ça. Alors, actuellement, au niveau des méthodes, il y a déjà des données, des méthodes qui existent pour le faire au niveau régional, avec une approche un peu sur les flux économiques au niveau régional, ou une approche finalement par habitant, en se disant le panier moyen de consommation d'un habitant, finalement il a tel impact, telle empreinte carbone. On travaille au sein des agences régionales et des observatoires sur finalement une volonté de mixer un peu les deux. Mais au-delà de ça, ce qui nous paraît intéressant, c'est effectivement, comme je le disais, de repositionner cette évaluation dans l'action et de s'interroger finalement, chaque action que je vais porter au niveau d'un territoire, quel impact il a en termes carbone, en termes économiques, en termes de gestion de la ressource en eau, de biodiversité ou d'autres choses, au niveau de mon territoire, au niveau de mon département, de ma région, au niveau national, au niveau européen et international. Et d'avoir une approche croisée en fait des différentes thématiques et tout en articulant ça avec une notion finalement d'articulation, de coopération en fait avec les autres territoires, et donc une vision finalement une analyse des stocks et des flux de mon territoire. Donc pour travailler sur ça, c'est effectivement ce qu'on fait par des outils comme Terre Historique. Je vais passer au dernier, je crois, transparent. Comme c'est vraiment très exploratoire, on essaye de travailler petit à petit sur des modules permettant d'estimer cet impact. Alors là, j'ai mis l'exemple sur les retombées fiscales parce que c'est l'impact économique qui est aussi intéressant, où en fait, quand on travaille sur une stratégie d'un territoire, avec un territoire, on essaye d'évaluer finalement l'impact au niveau communal, au niveau de la communauté de communes, du département, de la région. L'idée, c'est petit à petit de faire pareil finalement au niveau des émissions de gaz à effet de serre et au niveau des autres indicateurs. Donc, on mène un travail par rapport à ce chantier immense avec les territoires volontaires, finalement, pour travailler en parallèle sur la production de données, sur le développement d'outils, et pour petit à petit avancer ensemble dans une meilleure connaissance de ces éléments pour faciliter la prise de décision. Voilà. Je pense que j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierrick, ce n'était pas simple de présenter tout ça, mais c'était vraiment très clair. Et puis je retiens les mots que vous avez prononcés, qui étaient déjà dans les interventions précédentes. Vous avez parlé de collectif, vous avez parlé de mutualisation, d'indicateurs, de partage d'informations. Donc on est très content à l'association Bilan Carbone de voir que le décryptage qu'on engage aujourd'hui, il est assez rassurant sur le fait que finalement tous les acteurs à différents niveaux sont sur le pont, et je ne doute pas que l'intervention qui va suivre avec la ville de Grenoble et citoyens et une entreprise vont consolider cette idée.
Donc, je vais passer maintenant la parole à l'action à la ville de Grenoble, Monsieur Antoine Bach, et je crois quelqu'un qui va intervenir avec lui, Fabien Dupré, c'est ça, en duo. Donc, la ville de Grenoble, elle est connue depuis très longtemps avec une stratégie, un engagement, un plan climat très robuste et qui a déjà fait ses preuves. Donc, la parole est à vous pour une dizaine de minutes, s'il est possible, voilà, de tenir ce timing pour nous présenter tout ça. Voilà, la parole est à vous, messieurs. Merci beaucoup, madame. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Merci à l'association pour l'organisation de cet événement dans le cadre de la Biennale des villes en transition. Je tiens à excuser monsieur Vincent Fristo, qui est l'adjoint à la transition énergétique de la ville de Grenoble, qui vous aurait parlé de tout cela bien mieux que moi, mais je vais tenter quand même de faire le job. Tout ça pour vous dire que la ville de Grenoble s'intègre dans le cadre général des limites planétaires. C'est un peu là-dedans qu'on essaie de se placer. Effectivement, on pense aux enjeux de durabilité forte. Alors, je dis pas que ça ne sera pas atteint tout de suite, mais c'est les objectifs qu'on se fixe. Et dans ces limites planétaires, il y en a déjà 4 qui sont déjà franchis, ou sur le point de l'être. C'est le changement climatique, c'est tout l'objet de notre point ce soir, l'érosion de la biodiversité et les perturbations du cycle de l'azote et du phosphore qui sont par ailleurs rigoureusement nécessaires à toute vie sur Terre. Donc Madame Masson-Delmotte a redonné tous les grands enjeux, l'accord de Paris, neutralité carbone 2050, loi climat européenne 2020. On vient de voir la stratégie nationale bas carbone 2020, qui impose d'ailleurs de passer de, enfin qui impose, qui suggère fortement, on va dire, de passer de, ça revient en fait pour chaque personne à passer de 11 tonnes à 2 tonnes équivalent CO2 par an en termes d'émissions. Donc voilà, on est dans un facteur de 5,5. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc différentes échelles d'action, ça a été dit, les institutions, les entreprises, les individus, plusieurs leviers, que ce soit l'efficacité énergétique, la sobriété, les changements de mode de consommation, les puits de carbone. On l'a vu aussi effectivement sur la question des puits de carbone que les latitudes étaient quand même assez réduites. Et des politiques publiques sont possibles, que ce soit dans le cadre de réglementation, l'accompagnement des différents acteurs, la formation, la sensibilisation des citoyens. Et la ville de Grenoble, donc pour en revenir à cette échelle, celle d'une commune, une commune de l'Isère, donc ville-centre de la métropole, 18 km², 165 000 habitants. Il y a une politique air, santé, énergie, climat déjà depuis assez longtemps. En fait, on s'intègre dans une histoire. Aujourd'hui, ça a commencé dès 2005 avec le premier plan climat, air, énergie et on sait que depuis 2005, au niveau de la ville, en ce qui concerne son patrimoine et dans le cadre de ses compétences, nous avons déjà atteint pratiquement 50% d'économie en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas rien, ce n'est pas assez très clairement, mais ce n'est pas rien. Donc on a mis 15 ans pour faire 50%. Et ce sera compliqué, on ira plus loin et on sait que ça prendra plus de temps. C'est la loi des rendements décroissants. Il y a un plan d'action Air Énergie Climat de 2019-2025 qui a été voté. Nos actions ont été reconnues. On a eu le label Citergy Gold l'année dernière et même d'ailleurs nos efforts ont été reconnus par la Commission européenne car la ville sera capitale verte européenne pour l'année 2022. Depuis 2020, depuis l'année dernière, nous sommes en train de structurer une stratégie bas carbone pour la ville de Grenoble. Alors, je laisserai Monsieur Fabien Dupré nous la présenter là d'ici quelques secondes. Et bien sûr, nous n'agissons pas seuls, nous agissons en lien aussi avec la métropole qui a son propre plan climat air énergie territorial 2020-2030. Et avant de passer la parole à Monsieur Fabien Dupré, je voulais simplement dire aussi, Madame Masson-Delmotte l'a très bien dit, il s'agit, ce n'est pas qu'une question d'émissions, c'est aussi une question de biodiversité, une question de justice sociale et notamment aussi une question démocratique. Remettre le délibératif au cœur des transitions, c'est absolument essentiel. C'est pas une question technique. La baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une question démocratique. Et au sein de la ville, on a mis en place un budget participatif qui fait la part belle
très belle même. Les habitants mettent au premier plan les questions de végétalisation de la ville notamment et d'économie d'énergie. Et très récemment, il y a quelques semaines, nous avons mis en place des ateliers citoyens de redirection écologique où il s'agit pour environ 120 citoyens tirés au sort de la ville de Grenoble de penser l'atterrissage dans les limites planétaires au niveau de leur quartier. Voilà, donc c'est mettre les limites planétaires, le méta, au niveau du micro. Voilà, Monsieur Fabien Dupré, je vais vous laisser la parole pour nous détailler la stratégie bas carbone de la ville de Grenoble. Merci. Merci Monsieur Bach pour cette introduction qui est déjà assez complète. Je voulais juste apporter un complément sur la partie participation citoyenne, que dans le cadre de Grenoble Capitale Verte 2022, à l'échelle métropolitaine, il y a aussi une convention citoyenne locale qui est pour le climat qui est en train de se mettre en place et qui a pour objectif, à l'échelle du plan climat et énergie territoriale, de retravailler la trajectoire pour s'aligner davantage sur une trajectoire compatible avec la neutralité carbone. Donc, il y a sûrement aussi des travaux en cours qui sont articulés avec l'échelle régionale qui a été présentée juste avant. Alors, sur cette stratégie bas carbone, en fait, on voulait vous présenter cette démarche qui est plutôt interne parce que jusqu'ici, en fait, la réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, elle est sur ce qu'on appelle les émissions directes et indirectes associées à l'énergie. Donc, ce qui est lié à nos consommations d'énergie, de notre patrimoine, de nos bâtiments et de nos véhicules. Et en fait, depuis le début 2020, on a retravaillé un bilan carbone qui est plus global. Donc, on a aussi parlé des émissions importées et puis de tout dans les interventions précédentes. Donc, en fait, on a refait un bilan carbone global sur l'année 2019 et qui est censé être une espèce de base de travail pour avoir nous-mêmes en fait une trajectoire qui est aussi au niveau de notre organisation la plus contributrice à la neutralité carbone. Alors la neutralité carbone, elle doit se faire à l'échelle d'un territoire, voire du pays, voire du monde, mais on avait besoin de refaire un bilan plus précis. Donc on a essayé de structurer cette stratégie qui se présente là en 4 axes. Ça pourrait se présenter différemment, mais en se disant que les émissions de gaz à effet de serre, là, la deuxième partie, c'est en gros l'état des lieux, avec sa fréquence de mise à jour, et puis d'essayer de faire des accompagnements de services en mettant en place des outils de comptabilité carbone. Là, en ce moment, on est en train d'essayer de faire le bilan carbone de l'événement biennal et de faire ça sur le musée de Grenoble, qui est le lieu phare culturel de la ville. Les prochaines étapes, ça consistera à mettre à jour le plan d'action air énergie climat dont M. Bach a parlé pour justement l'aligner sur une contribution à la neutralité carbone en essayant d'évaluer l'impact climat de chaque action. En ce moment, il y a des actions prioritaires qui sont mises en place, notamment sur l'alimentation moins carnée, avec davantage de repas végétariens, sur la restauration municipale et dans les écoles, sur de la commande publique responsable et aussi sur des actions qui sont plutôt à l'échelle territoriale avec la démarche Capitale Verte. Donc il faudra qu'on fixe cette trajectoire 2030-2050 à cette échelle patrimoine, parce que l'échelle territoriale, ça se fait à l'échelle métro, mais nous, pour nos services et nos bâtiments, il faut qu'on retravaille cette trajectoire également. Ce qu'on essaye de faire en ce moment aussi, c'est d'intégrer l'impact climat dans les instances de décision de la ville. C'est-à-dire, par exemple, pour tous les projets qui sont portés par les services et les directions, c'est d'avoir un outil d'évaluation des émissions engendrées et ou des émissions évitées par une action. Donc en fait, on s'est construit un outil maison en s'inspirant de la méthode bilan carbone et d'autres démarches comme QuantiGES qui permet de travailler sur les projets. Donc ça a été présenté, en fait, c'est très récent, hier aux directions, et c'est un outil qui leur a été diffusé pour qu'en fait ils mettent eux le pied à l'étrier et qu'ils s'approprient les ordres de grandeur, qu'ils connaissent un petit peu, et puis aussi sensibiliser au fait que même si on peut penser qu'une action qu'on considère comme une action de transition, ça participe à la transition écologique, souvent il y a des flux auxquels on ne pense pas, à des achats qui peuvent être engendrés, des investissements ou des déplacements engendrés qui peuvent avoir un impact. Donc, en tout cas, c'est un des outils d'appropriation interne.
On essaye de faire entrer de nouveaux indicateurs, comme ça a été évoqué aussi, de comptabilité écologique, donc pas uniquement l'impact climat, mais aussi la prise en compte d'autres limites planétaires. Et on a tout un axe mobilisation qu'on essaye de structurer dans le cadre du projet d'administration qui est en train d'être construit, notamment par de la formation en interne sur la comptabilité carbone, par de l'éco-conditionnalité et par de l'éco-conditionnalité notamment dans la commande publique, et par la structuration d'une démarche éco-manifestation du coup qu'on fait dans le cadre de la biennale pour essayer de la poursuivre, notamment dans le cadre de Capitale Verte, et puis de structurer une communication sensibilisation ciblée. Juste un exemple d'action sur ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, on a un peu plus de 300 associations à qui on met à disposition des locaux, et on essaye en ce moment de travailler une démarche de charte éco-responsabilité qu'on viendrait intégrer à cette mise à disposition. Voilà. Et puis on a intégré aussi dans nos conventions avec les associations une incitation à la prise en compte de gestes éco-citoyens. C'est un exemple d'action. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, on va passer juste très rapidement. C'était juste pour réélargir sur la stratégie en disant que du coup, à la ville de Grenoble, ça c'est un guide de l'association Bilan Carbone sur la maturité d'une organisation collectivité. En fait, on a déjà franchi un certain nombre d'étapes avec un plan d'action qui existe, avec le label CTRJ. Mais du coup, c'est presque comme si on s'y était pris un peu à l'envers, entre guillemets. Là j'ai parlé du bilan carbone avec les émissions directes et indirectes. Et du coup, en fait, c'est comme si on refaisait un état des lieux plus global pour alimenter cette stratégie. Et l'idée est bien d'aller à terme vers une espèce de comptabilité écologique qui considère que les ressources naturelles sont non renouvelables, sont des dotations aux amortissements et en tout cas d'anticiper les risques de perturbations futures. C'est un peu la philosophie qui a été aussi introduite par M. Bach, et ça c'est un peu la toile de fond de cette stratégie. Et ensuite… Peut-être Fabien, je suis désolée, mais voilà, on est un petit peu en retard. Alors je vous propose d'avancer de 2 slides, parce que du coup j'en ai déjà parlé sur le bilan carbone. Juste peut-être encore une. Voilà, ça c'est juste pour le bilan carbone qu'on a fait sur la ville. Si on peut revenir sur l'histogramme, pour dire que jusqu'ici, on avait chiffré l'énergie. Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on achète en fonctionnement et en investissement, ça correspond à quasiment 50% de notre bilan carbone. Et c'est là-dessus qu'on a un gros effort à faire d'éco-conditionnalité, d'inclure des critères carbone dans notre commande publique et aussi d'accompagnement des services et de formation. Et du coup, je vous renverrai plutôt sur le plan d'action Air Énergie Climat dont il y aura le lien dans la dernière slide pour plus de détails sur les actions qui sont menées. Et peut-être pour conclure sur la slide suivante, c'était peut-être pour anticiper sur le temps d'échange qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser en fait à la ville sur l'empreinte carbone et ce qui rejoint la sobriété des usages, c'est comment en fait massifier, parce que on mène un certain nombre d'actions en interne, on essaye d'arriver vers les citoyens sur de la communication et sur la mise en avant d'actions, mais on peut se dire que sur ce sujet empreinte carbone en tout cas par rapport on va dire au contexte sociétal, culturel et puis aussi récent du Covid, qu'en fait on peut avoir l'impression d'aller à contre-courant, qu'il y a une nécessité d'accompagner l'évolution des métiers, des compétences, et en tout cas qu'on a besoin vraiment de travailler sur les récits et les représentations, et que ça, plus on est en réseau avec l'échelle métropolitaine et puis avec l'échelle régionale, l'échelle nationale, et puis les acteurs comme l'association Bilan Carbone qui peuvent nous aider, plus peut-être on pourra construire des récits et représentations cohérents, en ayant peut-être en tête de toujours s'adapter en fonction des différents publics, qui ont chacun leur sensibilité. Voilà. Et puis en dernière slide, il y a juste quelques liens utiles sur la démarche d'éco-responsabilité de la Biennale qui a été évoqué, plus le plan d'action à l'échelle de la ville, celui à l'échelle de la métropole, et des précisions aussi sur l'année Capitale Verte européenne pour savoir comment ça se structure. Voilà, je m'arrête là et je m'excuse d'avoir été trop long. Non, c'est moi qui vous ai aussi coupé, on est un tout petit peu en retard. Alors, du point de vue technique, on me demande de préciser que
Si vous voulez poser des questions, c'est plus simple, d'après ce que je comprends, mais Damien, je te laisse éventuellement compléter. Si on est sur le site de la chaîne YouTube, et c'est là-dessus qu'on peut poser plus facilement la question. C'est ça, Damien? Ouais, c'est ça. On est vraiment désolé. Hein, on est sur un multisalle, donc on n'avait pas anticipé. En fait, je pense que sur notre GoToMeeting, on est plutôt entre intervenants et les participants sont ailleurs. Et donc, on nous remonte des questions, mais plutôt sur YouTube. Donc, a priori, c'est plus simple d'aller sur YouTube directement. Voilà, pour si vous avez des questions, sinon, vous pouvez rester ici ou sur le site de la Biennale, il n'y a pas de souci. C'est Donc, technique. merci. Oui, merci, merci Damien de ces précisions. Et puis, il nous reste deux interventions qui sont également très importantes parce que on a parlé de massification, on a parlé de mobilisation et il y a deux acteurs importants qu'il faut maintenant amener autour de la table, les entreprises. Et ça va être la première intervention avec Betty Pessanti qui est responsable QSE à l'entreprise Alpha Laval. Et puis ensuite, une intervention qui parlera du côté citoyen. Comme ça, on aura fait un grand tour de table de tous ceux qui sont sur le pont pour nous faire gagner la transition. Donc Betty, la parole est à vous. On est un petit peu en retard, donc si vous pouvez un petit peu raccourcir votre intervention, je vous prie de m'excuser de cette consigne de dernière minute. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. D'abord, donc comme l'a annoncé, donc c'était hop que je me trompe pas, parce que j'ai bien mis ma caméra, oui, ça fonctionne. Donc, comme l'a annoncé Anne, donc je me présente, je m'appelle donc Betty Pessanti. Je suis responsable qualité, sécurité, environnement au sein de l'entreprise Alpha Laval Vicarbe, qui est située au Fontanil, à proximité donc de Grenoble. Et donc, moi, je vais d'abord vous présenter l'entreprise. Donc, qu'est-ce que nous réalisons sur le site du Fontanil? Donc, sur ce site, nous avons aujourd'hui à peu près 225 personnes qui sont salariées. L'entreprise a été créée en 1948 et ensuite, nous avons eu plusieurs évolutions, notamment par rapport à l'évolution de nos produits. Donc, nous avons reconverti un certain nombre de produits pour être au plus proche des attentes donc de nos clients et également pour répondre à cet impact, on va dire cet impact énergétique, puisque nos produits ont justement tout un intérêt sur cet impact environnemental et c'est pour autant donc qu'ils peuvent répondre donc à certaines spécificités auprès de nos clients. Donc sur la slide suivante, on va donc pouvoir regarder donc on va dire les secteurs d'activité dans lesquels donc nous avons nos clients. Donc nous avons donc une partie qui va donc être donc au niveau de la partie gaz, donc qui représente à peu près 25% de nos clients. Ensuite, nous avons au niveau de la partie, on va dire, raffinerie, 40% de nos clients. Pour la pétrochimie, donc cela représente donc 25% de nos clients. Et ensuite, nous avons d'autres entreprises. Ça peut être des entreprises médicales et d'autres entreprises, voire même des entreprises agricoles qui vont utiliser nos produits. Donc, vous avez une représentation de nos produits sur la partie de droite. Donc, ce sont des échangeurs thermiques. Donc, ce sont donc des technologies qui permettent en fait d'avoir donc comment dire des échanges thermiques entre des fluides ou des gaz. Donc, ça permet à un client, s'il souhaite avoir un produit, un gaz ou un liquide, qu'il veut mettre à une température, donc on va mettre en pression l'autre fluide, donc qui va passer dans ce même produit, pour justement qu'il puisse utiliser, donc selon ses attentes, le liquide ou le gaz, donc qui lui est utile. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, ce n'est pas non plus mon métier. Donc, moi, je travaille vraiment sur la partie qualité, sécurité, environnement sur le site. Donc, sur notre site de production, donc nous avons ces 3 produits et ensuite nous avons donc d'autres sites de production dans le monde et nous avons ce qu'on appelle également des sites où on va assembler nos produits. Donc, on va donc adresser à ces sites donc pour assembler nos produits, ce qu'on appelle chez nous un cœur. Donc, on va livrer donc ce produit et ensuite ce sont les sites qui vont les assembler. Donc, ils ont leurs propres outils et leurs propres composants pour ensuite assembler donc ces produits selon les exigences qui sont propres à donc ces pays. Donc ensuite, nous avons une impulsion forte qui nous est donnée par notre groupe Alpha Laval, puisque Alpha Laval est un groupe suédois.
Donc cette impulsion qui nous est donnée, c'est de travailler fortement sur différentes parties dans la thématique environnementale. Donc c'est d'avoir donc une réduction donc du carbone, c'est d'avoir également une réduction au niveau de l'énergie, de la réduction de notre consommation en eau, c'est de ne plus utiliser ou de limiter donc tous les produits chimiques et évidemment c'est d'avoir des produits qui sont recyclables lorsqu'on va donc partir donc sur les produits, les déchets qui sont générés au niveau donc de nos outils de production. Donc sur ces différentes parties, donc nous sommes très challengés donc par notre groupe pour justement pouvoir répondre et engager donc des objectifs qui sont donc pour cette réduction de consommation d'énergie à une visée de 10%. Pour donc la partie carbone à une visée de à peu près 15%. 85% en termes donc d'orientation pour le recyclage de nos déchets en partie production. Nous essayons également de réduire de 2% notre consommation d'eau par an, et ça c'est pour l'ensemble des sites. Tous ces objectifs et tous ces attentes là qui sont donc données par notre groupe, c'est pour l'ensemble de nos sites. Ce n'est pas uniquement pour les sites français. Ensuite, on va essayer également de travailler sur ce qui va être l'éco-conception de nos produits et puis sur le cycle de vie de nos produits. Donc là, c'est toute la partie R&D et donc également les activités innovation au sein de notre groupe Alpha Laval. Donc pour répondre à tout ça, on a déployé un certain nombre d'actions sur le site du Fontanil. Donc ces actions sont assez, on va dire, simples, mais au final, elles vont quand même pouvoir derrière avoir un impact majeur sur donc ces différents items. Donc tout d'abord, la démarche que nous avons souhaitée, c'est de sensibiliser nos collaborateurs à cette partie carbone, à cette partie énergie, à mieux consommer l'eau, à donc utiliser le moins possible de produits chimiques ou les utiliser de manière correcte et de recycler tout autant que possible nos déchets que nous produisons sur notre site. Ensuite, en tant que site de production, nous avons également un impact fort en termes de transport puisqu'on va nous livrer des composants, on va acheminer nos produits vers nos clients, etc. Et là, nous avons également mis en œuvre un certain nombre d'actions pour justement essayer tout autant que possible de regrouper nos transports, de travailler sur des transports, on va dire, qui vont donc avoir un impact moindre au niveau donc de la partie carbone. Et nous allons donc favoriser autant que possible donc de travailler avec des sites localisés au plus proche de nos clients. Donc cette partie transport, elle est vraiment très importante dans un site de production. Donc c'est le transport, certes, pour livrer nos produits, mais également pour recevoir toutes les différentes parties pour construire nos produits. Également, nous avons sur notre site ce qu'on appelle un comité de mobilité qui va lui-même travailler sur la partie transport pour nos salariés, c'est-à-dire qu'on va essayer également de travailler sur le covoiturage, sur donc l'utilisation autant que possible des transports en commun, etc. Donc voilà, nous avons des petites mesures, mais ajoutées les unes les unes derrière les autres, vont pouvoir avoir un impact et j'espère pouvoir répondre donc à réduire notre consommation d'énergie et d'eau et de viser une neutralité carbone qui est donc annoncée par notre groupe à horizon donc 2030. Voilà pour l'ensemble des prestations. Je ne peux pas aller dans le détail du détail. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était très clair. Il y aura certainement des questions et c'était bien d'avoir une illustration concrète d'une stratégie d'entreprise avec un objectif très ambitieux d'ici 2030. Et maintenant, je vais vraiment passer la parole qui nous attend déjà depuis un petit moment et je vous prie de m'excuser pour le retard à Cathy Barla qui, elle, va nous parler de l'échelle citoyen qui est extrêmement importante dans la réussite de toutes ces stratégies. Donc, Cathy, la parole est à vous. Oui, merci Anne et merci à tous les intervenants juste avant moi qui montrent bien la complexité en fait de l'empreinte carbone. Donc moi, je vais vous
vous décrire ce qu'à l'échelle citoyen on fait. Donc, je suis aussi membre de l'association des shifters et à ce titre-là, on essaie aussi de sensibiliser les différentes personnes et aussi de les conduire à l'action. Donc, je vais vous parler donc la slide suivante. Donc, la première chose à faire, comme ça a déjà été dit, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire que l'empreinte carbone par rapport aux émissions. Donc, ce qu'on peut voir là sur le graphique que j'ai extrait du Haut Conseil pour le climat, qui a un document très très bien fait, qui montre que notre empreinte carbone, quand on prend tout ce qui est les émissions liées aux importations, donc qui sont en bleu sur le graphique de gauche, en fait, on arrive à 11,5. Et si on prend en fait les émissions juste en France, on arrive donc en excluant les exportations et en ne tenant pas compte des importations, on est plutôt à 4,8 donc tonnes par équivalent CO2 par habitant. Donc on voit, ça fait une grosse différence. Donc il faut bien que chaque citoyen ou chaque consommateur comprenne. Donc j'ai mis sur la droite un petit schéma que quand on achète par exemple un téléphone portable, on consomme, enfin on émet beaucoup de CO2. On a une responsabilité dans l'émission du CO2 un peu partout dans le monde. Hein. Donc il y a un petit graphique qui a été fait par l'ADEME qui montre que pour fabriquer un téléphone, en fait, il va faire 4 fois le tour du monde et à chaque fois, il y a des émissions dans tous les continents. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut bien comprendre parce qu'un citoyen, c'est aussi un consommateur et donc il doit être conscient de l'impact de chacun de ses actes d'achat. Donc si on regarde la slide suivante. Donc ça c'est une slide, c'est des éléments que j'ai extraits en fait de la conférence grand public qui a été faite par les shifters et qui sera présentée samedi à 18h30 dans le cadre de la biennale pour aussi sensibiliser les différentes personnes. Donc ce qu'on voit que quand on est un consommateur, en fait on a différents postes dans lesquels on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on contribue donc au réchauffement climatique. Dans le découpage qui a été fait là, en fait, ce sont les biens de consommation qui sont le plus importants, mais on voit que les 3 grands postes sont aux biens de consommation, alimentation, transport et énergie du logement. Et chacun compte environ une vingtaine de %. Ensuite, bien sûr, il y a et donc ces activités-là qui concernent chaque citoyen pour se chauffer, bouger, manger, consommer. En fait, on se rend compte que on peut agir très directement par nos choix quotidiens et essayer d'arriver à réduire notre empreinte carbone. Donc, on a aussi une responsabilité dans la réduction. Là où on est moins directement acteur, c'est tout ce qui est service qu'on va utiliser, hein, comme l'éducation, la recherche. On a moins d'une action directe ou tout ce qui est grosse construction. Donc, si on va à la slide suivante, qui sera la dernière, donc je vais essayer d'être assez courte. Ah, c'est dommage, il y a pas mal de photos qui sont parties. Mais bon, l'essentiel est là. Donc, je veux dire, les activités telles que je les ai décrites tout à l'heure, eh bien, en fait, sont ancrées. Ah ben, si ça arrive. Il y avait une animation. Je suis désolé, j'avais pas vu. Ah oui. Et donc, il doit y avoir encore une petite image, mais bon. Donc, en fait, pour les biens de consommation, l'idée, c'est que c'est vrai tout ce qui est fait à l'extérieur. D'abord, il y a beaucoup de transport et on a du mal à contrôler vraiment comment ça a été fait et avec quelle énergie ça a été fabriqué et qui l'a fait. Donc, l'idée, c'est vraiment si on peut acheter local, c'est l'idéal hein, pour l'ensemble des biens. On peut aussi utiliser des boutiques, s'il y a des boutiques d'échange, des ateliers de réparation, de recyclage. Donc ça, à Grenoble, il y en a un certain nombre, mais c'est des choses qu'on peut développer et que les citoyens peuvent utiliser. Pour l'alimentation, en fait, il y a aussi essayer d'avoir une alimentation moins carnée. Ça, c'est un débat qui est en cours. Et aussi favoriser l'achat local vrac. Donc là aussi, c'est aussi s'ancrer dans le territoire pour pouvoir
contrôler, se réapproprier sa nourriture et aussi être sûr que comment ça a été, enfin comment la nourriture a été produite. La mobilité, ben c'est aussi essayer de, au maximum, utiliser la mobilité douce, donc soit individuelle hein, avec les vélos. Donc ça aussi, dans le territoire, ça peut, si c'est favorisé, ben finalement on va arriver à attirer de plus en plus de citoyens. Soit favoriser aussi les transports collectifs pour qu'on puisse ne pas utiliser la voiture, qui est vraiment un gros poste d'émission pour un citoyen, et aussi sur l'énergie. Donc, dans les appartements, essayer de diminuer la consigne. Hein. On est habitué à avoir du confort et de vivre peut-être des fois en t-shirt, mais en fait, on peut agir en mettant 2-3 pulls et baisser la consommation d'énergie en chauffant un peu moins. Et après, peut-être l'isolation, c'est des choses qu'on peut faire, mais quand on habite dans un immeuble, dans une ville, c'est plus difficile. Donc, en fait, ce qu'on a vu aussi avec les intervenants précédents, hein, c'est que un aspect de sobriété, c'est un peu la première étape que les citoyens doivent bien comprendre, et que la sobriété, c'est pas non plus perdre en confort. Ça peut être une sobriété bien organisée, ça peut aussi être très agréable. Et puis après, essayer d'utiliser au maximum, de se réutiliser les objets ou échanger les objets. Donc c'est aussi le citoyen travailler dans son quartier ou dans sa ville en essayant d'avoir une meilleure interaction avec l'ensemble de ses concitoyens. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. Et c'était bien utile en fin de toutes ces présentations d'atterrir aussi sur nos vies à nous et les conséquences de nos choix et de nos actions, et puis de remettre aussi ce sujet sobriété sur la table. Donc merci pour cette dernière présentation. Donc je me retourne vers Damien et Benjamin pour peut-être les premières questions qui viennent du chat, et sinon moi j'en ai quelques-unes aussi pour nos intervenants. Damien, c'est à toi. Oui, je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre. Concernant l'intervention de Joseph sur la SNBC, il y avait deux questions. La première était sur les évolutions, enfin l'intégration des évolutions technologiques aux effets rebonds qui peuvent être énormes. Alors là, clairement, on m'a cité l'impact du numérique. En gros, est-ce que la SNBC les intègre et comment elle les intègre? Enfin, en tout cas, les trajectoires qui sont construites. Joseph, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Merci Damien. Effectivement, dans tout le travail de construction des scénarios, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont prises en compte pour les différents secteurs. Typiquement, sur les consommations d'électricité spécifiques qui sont associées aux usages numériques. Donc voilà, tout ça a fait l'objet de discussion et les hypothèses ont été calées comme ça. Donc au regard à la fois des tendances historiques, des politiques et mesures et leurs effets qu'on pouvait anticiper, et bien sûr les exemples qui ont été cités, des évolutions attendues. Après, le principe des révisions justement périodiques de la SNBC et des scénarios qui sont liés, c'est justement de pouvoir tenir compte de tous ces éléments-là qui sont pas tous anticipables. Mais l'exemple du numérique typiquement, dans un sujet qui revient beaucoup en ce moment, et c'est une très bonne chose, illustre un peu cette distinction entre inventaire, enfin l'approche inventaire et l'approche empreinte, parce que finalement les émissions associées au numérique sont très liées, en majeure partie liées à la fabrication des terminaux. Donc c'est vrai que dans la vision SNBC et l'approche sectorielle au niveau national, les impacts sont plus limités dans le sens où il y a potentiellement des consommations d'électricité accrues avec certains usages, mais ça reste des impacts qui sont quand même à la marge face au bilan plutôt en empreinte associée à l'utilisation des terminaux. Donc ça permet à nouveau d'illustrer un peu cette distinction-là. Ok, merci. Il y avait une question un peu dans la même veine, mais du coup, je pense que la réponse peut faire les deux. C'était est-ce que la SNBC, en gros, était plutôt sobre, ou on parlait de sobriété tout à l'heure, ou efficacité énergétique. En gros, la question, c'était sur les déplacements, est-ce qu'on favorise plus la sobriété ou les flottes de véhicules électriques? Mais du coup, ça, en fait, le choix
des hypothèses, c'est ce que tu viens de dire en fait. Oui, c'est une question intéressante et d'ailleurs le positionnement des acteurs sur la SNBC, les hypothèses du scénario, etc., reflète un petit peu ces différentes visions qu'on peut avoir des trajectoires qui sont adoptées. Et ces trajectoires, elles sont jamais anodines, hein, elles révèlent quand même des choix collectifs qu'on aura à faire. J'ai envie de dire que la SNBC est un petit peu intermédiaire dans le sens où forcément c'est la synthèse d'une vision de différents experts et parties prenantes. Donc typiquement pour les questions de mobilité, elle intègre des hypothèses où on va faire baisser la demande en mobilité par rapport à une trajectoire peut-être business as usual. Ça ne veut pas dire qu'on baisse la demande en mobilité en valeur absolue. Et en parallèle, on a effectivement une diffusion très importante de technologies propres telles que les véhicules électriques, etc. Donc on joue sur les deux leviers, mais après la façon dont on répartit l'effort entre ces deux leviers, c'est toujours quelque chose qui est ouvert à débat et qui traduit en fait des choix collectifs et aussi des hypothèses sur les technologies qui seront disponibles, etc. Donc c'est pas des choses qui sont inscrites dans le marbre. Ok, merci Joseph. Une question pour Pierrick sur l'utilisation de Terhistory. Enfin, en gros, c'était comment est-ce que c'est libre, ouvert, enfin comment on peut s'en servir et pour qui. Alors voilà, peut-être une des précisions sur son utilisation. Oui, tout à fait. C'est un outil qui est effectivement entièrement gratuit, disponible et qui va être open source très bientôt. Et donc le but, c'est effectivement que tout le monde s'en serve et travaille ensemble pour essayer d'avancer dans cet objectif de trajectoire bas carbone. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Ok, de toute façon, je pense qu'après, je passerai peut-être le relais à Anne. Il y avait une question pour la ville de Grenoble, alors je la pose quand même si elle sort un peu du contexte, c'était sur est-ce qu'il est prévu que le musée de Grenoble soit éteint la nuit? Bon, je la pose quand même, parce que c'est intéressant. Alors, quelle est la politique pollution nocturne ou lumineuse de la ville de Grenoble, en fait, derrière? Je peux faire peut-être une première réponse. Je ne saurais pas si c'est prévu. En tout cas, vu qu'en ce moment, on essaye de faire le bilan carbone de ce lieu, peut-être que ça fera partie des préconisations, mais je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Bach sur cette question d'éclairage. Ouais, je peux pas répondre aussi précisément, mais effectivement, le musée de Grenoble, on l'intuite, hein, c'est un gros poste énergétique, comme disent nos ingénieurs, mais voilà, donc ça fait partie de l'évaluation qui est en cours. On verra les préconisations qui sont données. Ce qui est sûr, c'est qu'on a mis en place pour la ville de Grenoble, on est en train de remplacer, on a tout un plan lumière qui dure pendant 8 ans, hein, qui représente, je crois, pas mal de millions d'euros, où on reprend 80% de l'éclairage public depuis le mandat précédent et qu'on le remplace progressivement. Donc là, on est déjà à plus de 50% d'économie d'énergie par rapport à ce qui irradiait chaque nuit l'éclairage public. Donc voilà, ça fait partie d'une stratégie globale. En ce qui concerne le musée de Grenoble lui-même, je ne saurais pas vous dire tout de suite. D'abord on évalue et ensuite on prend les décisions. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, mais je suis pas sur Grenoble, mais j'imagine que ça se voit pour que la personne ait posé la question, c'est pour ça, mais c'est en lien avec la politique, j'imagine bien. J'avais une question pour Betty, c'était par rapport aux objectifs de réduction des 15%. Est-ce qu'il y a un périmètre de défini? En gros, est-ce que c'était vos émissions directes, indirectes, l'ensemble des scopes? Sur les 15% d'émissions carbone. L'objectif de réduction, est-ce qu'il y a un horizon et quel périmètre en fait? Oui, on a un horizon on a une neutralité carbone qui est demandée par le groupe, donc à horizon 2030, et nous on nous demande donc d'agir d'ici 2025 pour déjà avoir cette neutralité carbone sur notre site. Donc c'est dans 4 ans. Donc on a un fort intérêt à commencer dès aujourd'hui à mettre un certain nombre d'actions en place sur notre site et déjà d'entreprendre des moyens de mesure pour savoir quelles seront nos priorités pour atteindre cette neutralité. Ok, merci. Pour moi, c'est bon, Anne. Je pense que les présentations de Valérie et Cathy ont été extrêmement claires parce que j'ai pas de questions à remonter. Peut-être, je sais qu'on en a préparé quelques-unes nous. Donc je te laisse la main.
Alors, pour Valérie, d'abord, je me permets de vous reciter parce que c'est une phrase que vous avez dite et que je vous cite régulièrement. Vous aviez dit il y a quelques années, ça m'avait beaucoup marqué, chaque choix compte, chaque demi-degré compte et chaque année compte. Et je trouvais que ça, c'était en résumé quelque chose d'extrêmement important. Et donc là, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Est-ce que maintenant, on ne devrait pas dire que chaque centième ou dixième de degré compte? Et est-ce que vous pensez que dans les toutes dernières années, on a assisté à une sorte on a un peu gagné, on a commencé à gagner la bataille culturelle et sociétale sur le climat et sur la transition? Voilà, c'est une grosse question quand même. Oui, ce sont des questions pas simples. Je dirais pour compléter les 3 points avec lesquels j'avais essayé de résumer un des rapports du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, on pourrait ajouter que chaque tonne de CO2 évitée compte. Et on peut faire le lien, par exemple, entre chaque tonne de CO2 émise et puis l'évolution, par exemple, de la masse de glacier ou bien l'évolution de la glace de mer arctique. Il y a un effet, en fait, voilà, cumulatif. Et donc, je pense que c'est peut-être un message important parce que le défi peut sembler extrêmement élevé. Chacun peut agir à son échelle. Parfois, le résultat peut sembler modeste, mais c'est la somme en fait de l'ensemble de ces activités et tenues dans le temps, c'est-à-dire pas une seule fois, mais action après action qui portera ses fruits. Alors concernant disons l'évolution de la société, moi ce qui me frappe c'est 2 choses. C'est d'abord une prise de conscience qui vraiment percole partout dans le monde, qui est parfois plus aiguë chez les plus jeunes et puis qui diffuse dans le monde professionnel à tous les niveaux. Par exemple, dans mon propre domaine, celui de la recherche scientifique, il y a une initiative remarquable qui s'appelle Labo 1.5, qui est venue des acteurs du monde de la recherche en France, dans les laboratoires, qui ont construit des outils partagés qui permettent justement de faire le bilan carbone, l'empreinte carbone de son activité de recherche, de faire des diagnostics dans les laboratoires. Et puis, c'est un outil indispensable pour ensuite contribuer dans mon cadre professionnel aux trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce que je trouve remarquable, c'est que ça n'est pas venu imposé par les ministères, le CNRS ou autres. C'est vraiment venu des acteurs de la recherche et pensé pour eux de manière efficace, avec tout de suite le retour d'expérience. Et puis, c'est en train de s'institutionnaliser. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres où on voit en fait des gens qui vont plus vite finalement que le cadre réglementaire ou le cadre institutionnel, ce qui est extrêmement encourageant. Donc il y a ce côté positif où on voit beaucoup de choses qui avancent. On a eu des témoignages là qui le montraient. Mais on a aussi en fait beaucoup de discours de délai ou d'inaction qui restent très présents et qui tendent à vouloir repousser des transformations de fond en espérant des petits gains, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour montrer l'importance d'agir tout de suite avec ce qui existe aujourd'hui, de ne pas attendre que de nouvelles solutions émergent, de ne pas attendre que ce soit imposé par un cadre réglementaire ou autre, mais d'agir avec tout ce qui existe et qui permet d'agir de manière efficace. Et le dernier point, c'est peut-être aussi toujours, ça a été un petit peu dit, l'idée de penser à l'identique. Donc, par exemple, on pense mobilité, on pense voiture et on pense remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques avec le besoin d'infrastructures et tout le reste. Et quand on regarde, j'ai échangé récemment sur ce point, sur des analyses en cycle de vie pour beaucoup de déplacements. La révolution, finalement, en termes d'analyse en cycle de vie, c'est plutôt des choses plus légères du type vélo électrique, qui peut permettre de remplacer une grande partie des trajets quotidiens sur des distances qui peuvent être de l'ordre de 7-10 km et dont l'empreinte environnementale est extrêmement réduite. L'ordre de grandeur, c'est une batterie de vélo électrique, 35 kg de gaz à effet de serre émis. C'est ce qu'on fait quand on fait 300 km en voiture et après, c'est neutre quasiment, à part ce qu'on mange. Et donc, ça ouvre en fait beaucoup de possibilités à condition d'avoir les bons aménagements. Ça permet à des gens qui ne sont pas en bonne condition physique de reprendre une mobilité. Et ça demande finalement d'aligner des choses qu'on aborde encore parfois en silo. C'est-à-dire, il y a d'un côté la mobilité, de l'autre des politiques de santé publique, l'activité physique pour être en bonne santé dès le plus jeune âge ou quand on est plus âgé.
Voilà, donc c'est juste pour illustrer le fait que penser les transformations de fond, c'est pas simplement penser à l'identique, mais peut-être penser autrement et parfois avec des solutions qui sont plus légères, mais qui apportent beaucoup de nombreux bénéfices, hein, en particulier, et c'est important aujourd'hui, pour l'activité physique tout au long de la vie. On est dans une situation où ça a été restreint et on a besoin d'investissements massifs pour améliorer la santé publique et en particulier par l'activité physique. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer à vous citer et je rajouterai toute tonne de CO2 évité compte. Voilà. Et merci aussi d'avoir souligné la diversité, de ne pas penser les choses à l'identique. Je crois que c'est très important et d'avoir aussi les co-bénéfices des différents sujets. Oui, pardon, Damien. Ouais, on pose une question, mais alors peut-être que c'est plus global et je ne sais pas qui peut y répondre, mais comme c'est a priori à côté d'ici, la question de la ligne Lyon-Turin. Et peut-on encore se permettre ce genre de projet? Voilà. Donc, je ne sais pas si je la pose comme ça parce que je me suis promis de poser toutes les questions qui m'étaient remontées. Ce genre de projet au regard de la gabegie énergétique, des émissions associées, donc au vu de l'urgence climatique et de la nécessité, comme vous l'avez dit, de réduire chaque tonne de CO2, est-ce qu'on peut encore c'est ça le sens de la question, est-ce qu'on peut encore se permettre ce genre de projet? Donc, qui peut donner des éléments de réponse? Moi, je ne saurais pas répondre si est-ce qu'on peut encore se le permettre. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Grenoble s'est prononcée plusieurs fois contre ce projet et a délibéré en ce sens. Je ne sais pas si c'est vraiment la question énergétique du coup qui se pose sur le Lyon-Turin. C'est plus une question écologique globale, effectivement, d'empreinte environnementale, hein, avec toutes les extractions qui sont en cours. Et en tout cas, nous pensons que la ville de Grenoble, qu'effectivement, ça fait partie de ces projets du passé, en fait, et qui sont basés sur le grand déménagement du monde, sur les flux de plus en plus importants, sur des distances de plus en plus importantes, et tout cela, en fait, n'est pas soutenable, tout simplement. Bon, je pense qu'on a une bonne partie de la réponse à cette question. Côté Damien, Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux relancer auprès de nos intervenants? La parole est à toi. Alors, justement, Antoine, vous avez pris la parole tout à l'heure. Je vais revenir vers vous, Antoine et Fabien. Dans les actions des plans climat, et ça a été vu par l'intervention aussi du côté entreprise et citoyen, il y a la façon dont on peut dialoguer, co-construire, échanger des indicateurs avec les entreprises. Donc, comment vous pouvez nous expliquer comment vous jouez sur ces effets de levier auprès des entreprises pour les accompagner, faire des partenariats avec elles sur des pans en fait de votre plan climat. Comment ça fonctionne? En ce qui concerne les entreprises, je serais un petit peu embêté pour répondre. C'est la compétence économique, c'est dans le millefeuille des compétences à la française. C'est plutôt la métropole, hein, qui s'en occupe en lien avec la région. Donc on n'a pas trop à ma connaissance, d'action dans ce sens-là. On sera plutôt tourné vers les citoyens plus que vers les entreprises. Et peut-être en effet de bord, là nous venons de voter, comme la métropole prenait en charge déjà une bonne partie c'est la prime air bois, hein, donc ça concerne plutôt la qualité de l'air, mais c'est quand même aussi lié à l'énergie, parce que ça permet aussi de reprendre donc, tous les foyers ouverts et de les transformer pour éviter les émissions de particules fines dans l'atmosphère. Et donc du coup c'est bon pour la filière bois, quoi. La ville abonde aussi, en plus de la métropole et de l'État, pour pouvoir reprendre les foyers. Donc de fait, ça profite aussi à une certaine économie locale de ce côté-là. Maintenant, pour les entreprises, là, peut-être Fabien, vous avez plus d'éléments là-dessus. Donc Fabien. Effectivement, je pourrais peut-être compléter un tout petit peu. Comme l'a dit Monsieur Bach, on n'a pas forcément la compétence développement économique, qui est plutôt à la métropole, mais dans le pilotage de Capital Vert 2022, il y a bien un club des entreprises qui doit participer aussi aux décisions. Et peut-être en complément, on peut citer les actions de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qui a un club EcoBiz avec une partie qui s'occupe des questions de RSE, développement durable, pour essayer d'accompagner les entreprises du territoire sur ces
ces démarches, et puis un pôle de compétitivité qui s'appelle TNR10 aussi sur la presqu'île scientifique. Alors après, peut-être que dans la mobilisation dont on a parlé tout à l'heure, c'est des actions qu'on doit renforcer, même si on n'a pas forcément la compétence directe. Peut-être que nous, dans la mobilisation externe qu'on fait à la ville, eh ben, on pourrait essayer de créer de nouvelles actions collectives avec d'autres acteurs pour aider les entreprises qui n'ont pas forcément d'ingénierie interne ou de moyens à lancer des démarches RSE, de diagnostic, comme le bilan carbone ou autre. C'est plus une auto-remarque que je fais. Et j'en ajoute une autre. Excusez-moi. Comme là, on est en train de travailler à mettre en place une comptabilité triple capital. M. Dupré l'avait mentionné, effectivement, qui prennent en compte le capital financier, évidemment, mais le capital environnemental et le capital humain. Ça fait peut-être aussi partie dans cette comptabilité de toutes les externalités négatives. Des bonnes pratiques. On est en train de l'expérimenter là ici à la ville de Grenoble. Ça prendra plusieurs années, mais si on y arrive effectivement au niveau d'une collectivité, ça pourra aussi en inspirer. Certaines entreprises ont déjà commencé à le faire. On en a parlé, c'était hier dans le cadre de la Biennale des villes en transition. Vous trouverez la vidéo en ligne sur le site YouTube de la ville de Grenoble. Quelques entreprises plutôt issues de l'économie sociale et solidaire l'ont implémenté. Voilà, c'est plutôt partie des bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en place, mais c'est vrai que le capital vert permet aussi effectivement un dialogue riche, fourni avec les entreprises et le monde économique en règle générale. Ce que vous dites là, ça renvoie à ce qui a été dit en fin de votre présentation, c'est comment est-ce qu'on va à la massification. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir des beaux projets pilotes tout seul, mais c'est d'accélérer, de faire des coalitions et d'aller sur la massification. Alors, du coup, est-ce que Damien, il y a des questions ou bien est-ce que je peux relancer avec deux petites questions encore? Non, c'est bon. Alors, j'ai une question pour Joseph, si vous êtes encore avec nous. Donc, on a parlé de la stratégie nationale bas carbone, on a parlé du premier exercice bilan carbone. Alors, bon, on peut se le dire, le premier exercice, on n'y est pas tout à fait dans ce qu'on avait espéré en termes d'objectifs. Donc, quels seraient les ressorts qu'il y aurait actuellement, que vous voyez au niveau national, qui permettraient d'accélérer? Parce que si on va lentement au démarrage, après, il va falloir aller beaucoup plus vite. Les choses sont un peu dites comme ça. Donc, quels sont les ressorts, les filières, les outils, les bonnes nouvelles, finalement, que vous pourriez nous donner dans la mise en œuvre au niveau national de la stratégie qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs dans les années qui viennent, là, les toutes prochaines années, puisque en fait, ces années-là, elles comptent énormément dans la réussite de nos stratégies bas carbone. Oui, tout à fait. Enfin, vous avez raison de dire que le premier budget carbone qui avait été fixé par la première SNBC donc en 2016 a été dépassé et donc on n'a pas pu tenir nos objectifs sur ces premières années et que donc la nouvelle stratégie nationale qui a été publiée, je l'évoquais en avril de l'année dernière, on prend acte et donc a un peu actualisé la trajectoire en fonction de ce résultat. Sans pour autant changer nos cibles de moyen terme à horizon 2030 et tout en renforçant l'objectif à 2050 puisque, comme je l'ai dit, on parle maintenant de neutralité carbone et plus du facteur 4. Donc voilà, ça a été dit plusieurs fois, ça veut dire qu'il faudra accélérer et même accélérer de plus en plus les réductions d'émissions et tout ça va avec des transformations très importantes, très en profondeur des différents secteurs de l'économie. Alors quels sont les leviers Il suffit de regarder un petit peu un inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour voir les principaux postes d'émissions qui existent. Et effectivement, le transport joue un rôle très important, notamment le transport routier, qu'il soit individuel ou de marchandises. Et donc, c'est effectivement deux sous-secteurs sur lesquels il faut agir très fortement. Le secteur du bâtiment également joue un rôle très important et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont en cours et de dispositifs aussi d'incitation, d'accompagnement autour des enjeux de rénovation, de sortie des énergies fossiles, notamment du fioul et du charbon, qui sont les sources d'énergie les plus polluantes. Et donc voilà, et ça on peut le décliner sur l'ensemble des secteurs, mais voilà, j'ai évoqué les principaux contributeurs en termes d'émissions nationales. Après, les bonnes nouvelles, c'est que ça a été un peu évoqué avec cette forme de prise de conscience. Il y a également une accélération du côté des politiques publiques en faveur du climat.
J'ai évoqué la loi qui fait suite aux propositions de la Convention citoyenne qui est en cours de discussion. Mais il y a également beaucoup de mesures qui ont été prises en compte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on parle de mesures ou de politiques publiques, il y a un cocktail d'outils différents qui sont à mobiliser. Il y a des outils très réglementaires, on peut parler de normes ou d'interdictions par exemple. Il y a également des outils plus dans l'accompagnement, de subventions, d'éducation, de sensibilisation, etc. Et donc voilà, il y a quand même une forte mobilisation, on sent, hein, à la fois des décideurs politiques, du Parlement et aussi des citoyens en termes d'attente de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est effectivement encourageant. Et après, les résultats en termes d'émissions pour les années 2018-2019, parce qu'on a toujours des inventaires d'émissions avec un peu de décalage, hein, c'est des remontées d'informations statistiques, étaient plutôt sur la trajectoire qu'on s'était fixée. Donc voilà, on va dire que ça, c'est plutôt rassurant par rapport à ce qui s'est passé en 2016-2017. Et pour l'année 2020, bon, c'est très lié au contexte de la crise sanitaire. Hein, on aura une année très particulière avec une baisse d'émissions importante, mais qui est plutôt conjoncturelle. Et après, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les transformations plus structurelles adviennent, qui vont permettre de baisser plus durablement les émissions et de rester sur les trajectoires qu'on s'est fixées. Merci. J'ai une petite question pour Cathy. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, une question pour Cathy. Donc là, vous êtes dans un territoire extrêmement engagé avec Grenoble. Vous êtes une shifteuse, donc vous êtes vraiment très en avance. Est-ce que vous sentez, c'est un peu la même question que pour Valérie, est-ce que vous sentez que les choses bougent et est-ce qu'en tant que citoyenne, vous avez suffisamment d'éléments, d'outils pour élargir l'audience de cet engagement citoyen? Et ce serait quoi les bonnes nouvelles ou les propositions que vous auriez à partager avec nous dans le cadre de cet atelier? En fait, donc, à travers l'association des shifters, on essaie d'informer, hein, mais même dans l'environnement où les gens pensent connaître ou être déjà sensibilisés, chaque fois qu'on intervient, en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, je dirais d'une certaine manière, je ne suis pas complètement sûre que l'information, elle soit vraiment appropriée, que l'ensemble des citoyens se soient appropriés la réalité du changement climatique. Je pense que les gens sont plus sensibilisés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'accompagnement, je pense, pour que les gens vraiment comprennent que c'est important et comme le disait Valérie tout à l'heure, que chaque geste compte et que aussi tout le monde peut faire des gestes, c'est-à-dire que pas forcément s'engager tout de suite à réduire d'un facteur 5 son empreinte, mais que on peut commencer dès aujourd'hui à changer ses habitudes et que ça peut avoir un impact fort, quoi. Et ça, c'est pas encore complètement, enfin, c'est pas diffusé partout dans les citoyens. Mais c'est vrai que Grenoble, on a la chance déjà pour le vélo et pour un certain nombre d'aspects, on est dans une ville où il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Merci beaucoup, c'est plutôt positif quand même ce que vous nous dites. Alors j'ai une question à Betty, puis après on fera juste un petit dernier tour de table si chacun d'entre vous a encore un mot à dire avant de conclure. Donc Betty, vous nous avez présenté une stratégie et un engagement du groupe assez fort. Est-ce que du point de vue de l'entreprise et des salariés, alors deux questions au niveau des salariés, comment vous arrivez à les embarquer? Parce que pour faire changer tout ça. Et puis, est-ce que le côté financier, les actionnaires arrivent à suivre ces engagements de neutralité carbone? On voit que c'est quand même une question importante qui peut se poser au niveau des grandes entreprises. Voilà.
peut-être une grosse question, mais voilà, ça peut, si vous pouvez répondre en quelques mots. Pour les salariés, pour rejoindre un petit peu les discussions, c'est sûr qu'ils sont en train de s'éveiller par rapport à tous ces enjeux climatiques et autres. Donc, je pense que la discussion est de plus en plus aisée avec les salariés. Après, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de partir sur des petites actions pour leur demander d'être acteurs et responsables sur un certain nombre de sujets. Est-ce que nous essayons d'initier également auprès de nos collaborateurs, c'est d'engager des réflexions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas de but en blanc en leur demandant de respecter ou de faire en sorte que on les amène à avoir une prise de position et à nous amener des solutions. Donc ça marche beaucoup mieux déjà effectivement. Et ensuite, au final, c'est même eux qui vont être porteurs de leurs actions d'amélioration sur certains items. Ils vont même se challenger entre équipes et même voir entre collègues. Donc c'est là où entre guillemets la sensibilisation au niveau des collaborateurs est importante, c'est de leur faire porter cette initiative. Voilà, il faut évidemment que la direction montre donc que derrière on puisse, comme vous l'avez précisé, y apporter des budgets, y apporter voilà une impulsion au niveau du groupe, au niveau de la direction, mais il faut que cette démarche et cette volonté viennent de nos salariés, parce que ce n'est pas à notre niveau, nous, au niveau du management, qu'on arrivera à faire changer les choses, parce qu'une fois qu'ils seront rentrés chez eux, voilà, il y a la part entreprise, mais également la part qu'ils vont avoir donc en dehors de l'entreprise, qui est également importante. Donc pour venir sur le site, mais au niveau de leur contexte, on va dire privé, où là ils ont également toute manière à agir. Ensuite, au niveau des aspects pris en charge, donc on va dire à l'accompagnement de notre groupe et de nos actionnaires, là-dessus on est également on est très très suivi au niveau donc du groupe pour justement un petit peu nous challenger sur ce qu'on souhaite déployer, et derrière ils sont assez donc volontaires pour nous apporter on va dire les moyens financiers pour justement, même si on va dire le retour sur investissement se fera sur 5 à 10 ans, mais voilà, montrer au sein pour nos clients et au sein, on va dire, de l'agglomération également des différentes localisations que nous avons d'un point de vue mondial, l'engagement du groupe sur cette volonté de ne pas être, on va dire, d'être acteur et non pas regarder que cela se passe de loin, mais vraiment participer activement à cette notion du changement. Bon, merci beaucoup. Et sous le contrôle des organisateurs, on peut peut-être se donner rendez-vous en 2025 dans une prochaine biennale pour voir la réussite de la neutralité carbone dans votre entreprise. Alors, il nous reste donc il nous reste juste quelques minutes. Si on peut faire juste un rapide tour de table avec un petit mot, une petite phrase positive, si c'est possible. Pierrick, je vois qu'il met son écran, et puis voilà. Et puis après, on se souhaitera un joyeux week-end de Pâques en confinement. Donc Pierrick, un petit mot. Non, mais déjà, merci à tous pour ces échanges. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on a vu au cours de l'atelier, en fait, que chacun peut agir. Je pense que ce qui est important, c'est de faire ensemble, et que c'est vraiment la coordination de l'ensemble des acteurs et de l'intelligence collective qui va permettre d'arriver à atteindre, en fait, les enjeux clés, en ayant du coup une approche vraiment globale, systémique, transversale sur les territoires. Voilà. Merci. Joseph, je vois que vous êtes aussi l'écran allumé, donc je vous laisse, si vous voulez dire encore un petit mot, voilà, chacun. Oui, merci. C'est pour aller dans le même sens, mais effectivement, ce que j'en retire et ce dont je suis convaincu aussi, c'est que l'articulation entre ces différents niveaux, elle est de toute façon essentielle, si on veut atteindre collectivement ces objectifs. Il n'y a pas un seul niveau d'action. Et au-delà de ça, il y a aussi comment ces différents niveaux se nourrissent afin que chacun soit plus pertinent, plus cohérent et plus robuste. Et donc voilà, ça c'est vraiment important, sachant que les stratégies, c'est un peu ce que je disais pour SMBC, mais c'est vrai à tous les niveaux, elles sont jamais gravées dans le marbre. On parle de temps moyen, de temps long, et donc il faut à chaque fois remettre un petit peu les choses à jour, etc. Et donc c'est vraiment ce dialogue entre ces différents niveaux qui permet de nourrir tout ça.
Merci. Valérie, un petit mot pour finir? Alors oui, c'était juste pour dire l'importance de l'action à l'échelle des villes. Le GIEC avait co-organisé en 2018 une grande conférence avec les organisations des villes pour identifier finalement les besoins de connaissances pour éclairer les choix. Ça a donné lieu au développement d'un agenda de recherche et d'action. Le prochain rapport spécial du GIEC après 2023 sera consacré aux villes et au changement climatique. Et ce qui sera particulièrement important, c'est que les retours d'expérience qui sont faits à l'échelle des collectivités soient disponibles en français, c'est encore mieux en anglais, pour nourrir en fait l'évaluation de l'état des lieux d'un point de vue plus académique dans ce type d'évaluation. Et puis, vous donnez aussi rendez-vous au milieu de cet été, puisque les représentants de tous les pays se sont accordés pour que le groupe 1 du GIEC, que je co-supervise, mène l'approbation du prochain rapport sur les bases physiques du changement climatique, dernière semaine de juillet, première semaine d'août, donc avec une grosse partie virtuelle, vu le contexte sanitaire mondial, ce sera nouveau. Et dedans, on fera un point sur les indicateurs du changement climatique tel qu'il est observé, compris, projeté au niveau planétaire. Mais il y aura surtout une foule d'informations à l'échelle, disons, régionale, y compris à l'échelle des villes, et un atlas interactif qui permettra aux collectivités, par exemple, à tous ceux qui travaillent avec les collectivités, de naviguer dans cette information climatique. Alors, l'échelle régionale, pour nous, c'est des grandes régions, c'est des fractions de continents. Mais en tout cas, la rendre la plus accessible pour que partout dans le monde, cette information climatique puisse être utile pour comprendre finalement à quel point un climat qui change a des effets majeurs sur ce qui façonne la façon dont on vit et pour également pouvoir en tenir compte pour agir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un petit mot de Cathy et de Betty, puis je laisserai le dernier mot à la puissance invitante côté Grenoble. Voilà. Donc, Cathy, si vous voulez dire quelque chose, et Betty encore. Oui, écoute, je vous remercie encore de m'avoir invité parce que c'était vraiment intéressant de voir tous ces niveaux, comment on a pu discuter ensemble. J'ai été vraiment intéressée par la partie intelligence territoriale parce que c'est vrai que si on peut construire aussi l'empreinte carbone et non pas juste les émissions carbone aussi au niveau du territoire, je pense que ça va nous apporter beaucoup aussi dans la compréhension. Et aussi pour le citoyen, il pourra peut-être mieux agir en essayant d'être un peu plus conscient de chacun de ses actes sur l'impact du carbone. Voilà, merci beaucoup. Merci. Betty, un petit mot pour conclure. Oui, donc je rejoins Cathy. Je vous remercie pour m'avoir conviée à cette table ronde qui avec des sujets divers et variés, mais vraiment très intéressants. Et on voit tout l'intérêt qu'on a à travailler tous ensemble pour, on va dire, emmener collectivement donc une prise de conscience. On est vraiment tous acteurs sur tous ces sujets. Et puis nous, en industriels, on se sent aussi peut-être un peu moins seul parce que c'est vrai que bien souvent, voilà, on est dans notre petite sphère et on a l'impression, voilà, de quelquefois avoir à déplacer des montagnes pour agir sur certains sujets. Et au final, voilà, on est quand même accompagné. On voit qu'il y a des décisions qui se prennent à certains niveaux. Et voilà, c'est d'autant plus, on va dire, entendable et positif, voilà, pour les entreprises que de se sentir un petit peu porté sur ce type de sujet. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, à l'association Bilan Carbone, on est vraiment enchantés de ce webinaire qui était vraiment aussi très intéressant et ça nous conforte dans notre action. Je ne sais pas si Damien veut dire quelques mots de plus, mais voilà, juste dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et qui nous confortent dans notre action. Donc, on en ressort plutôt optimiste et renforcé. Et puis, je vais laisser la parole pour terminer à Antoine et Fabien pour quelques mots côté biennale et ville de Grenoble, puisque vous êtes notre puissance invitante, si je puis dire. Allez, la puissance invitante, on m'appelle pas souvent comme ça. Alors, pour conclure, j'espère j'ai trouvé les mots. En tout cas, j'ignore si le monde atteindra la neutralité carbone en 2050, mais je suis sûr que le chemin pour y accéder est aussi important que la destination. J'ignore quel sera l'état du monde en 2050, mais je sais qu'il sera forcément très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il sera probablement plus chaud, plus humide et plus tourmenté,
avec une géopolitique assez perturbée, et ce sera dans ces situations que nous devrons mener les transitions. J'espère sincèrement que nous saurons tracer que dans toute cette nébulosité, nous saurons tracer un chemin qui soit collectif et juste vers un futur qui soit désirable. La mitigation des émissions de gaz à effet de serre, donc l'atténuation et la capture, c'est une des dimensions nécessaires, mais non suffisantes, mais nécessaires de ce chemin de transition. Et au quotidien, à Grenoble, nous nous y engageons et nous ne sommes pas les seuls. Partout, effectivement, chacun a sa place, qu'on soit au niveau méta, qu'on soit climatologue, qu'on soit responsable dans une entreprise, qu'on soit technicien dans une collectivité. Voilà, tous à notre place, nous y travaillons, nous y œuvrons. Et la biennale de Grenoble, c'est aussi notre contribution, donc tous les 2 ans, en tout cas, pour tracer des azimuts, donc pour pouvoir tracer un chemin. Je vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges qui ont lieu ce soir. C'était souvent très technique, mais toujours très instructif. Je vais revisionner ça, moi, en tout cas, à tête reposée. Et je suis sûr que nous nous retrouverons à nouveau dans d'autres instances et dans d'autres événements. Et en tout cas, bravo à vous toutes, bravo à vous tous pour toute l'énergie que vous dépensez pour construire ce futur collectif, juste et désirable. Merci beaucoup pour cette parole de conclusion. Merci de nous avoir suivis pendant tout ce temps et on vous souhaite un très bon week-end de Pâques et à très bientôt sur le chemin de la transition. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.